Salut, bienvenue sur Djanjo, le podcast qui vous connecte avec les personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes avec la toute première dame d'origine africaine à être proviseure dans un lycée de Paris. Elle est aussi auteure de 2 ouvrages. Son itinéraire s'est parsemé d'embûches, mais elle n'a pas résigné pour autant. Découvrons ensemble le parcours de Maï Traoré. Bonjour Maï. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Très heureux. Écoute, je vais super bien. Merci beaucoup de répondre à notre invitation et bienvenue sur Djanjo. Merci beaucoup à toi et à tes auditeurs. Merci de m'accueillir. D'accord. C'est un honneur. Merci beaucoup. Alors Maï, on t'a souvent demandé d'où viens-tu, mais moi j'aimerais commencer par la question qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter à celles ou ceux qui nous écoutent? Alors, je suis une Malienne. Tout d'abord. Tout d'abord. Je suis une Malienne et fière. D'accord. Et fière d'être Malienne. Mhm. Je suis née à Bamako. D'accord. Au siècle dernier. Je suis issue d'une fratrie de 9 enfants. Je suis numéro 6. Voilà, j'aime c'est bien important de préciser. C'est bien important parce qu'on est au milieu, on n'est pas premier, on n'est pas dernier. Exactement. Et c'est important de préciser parce qu'il faut tenir sa place. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien préciser. D'accord. Née à Bamako, ça veut dire une identité bamakoise que je suis. Et décidée ensuite par les aléas et les va-et-vient avec ma mère d'abord et puis ma fratrie. Et ensuite, lorsque je me suis mariée, de m'installer à Paris, ici, pour y faire ma vie. Okay. Et avoir mes enfants et construire ma vie professionnelle. D'accord. Donc, le concept Djanjo, c'est d'abord le parcours. Donc, on va revenir un peu en arrière. Tu nais et grandis au Mali, comme tu l'as dit, mais à l'âge de 7 ans, tu déménages à Paris avec ta mère et 5 autres membres de ta famille. Alors là, est-ce que tu as senti le changement culturel? Ah, totalement. Ah, mais complètement. Complètement. Ouais. D'abord parce que nous, à Bamako, on est dans une forme de liberté. Exactement. Hein? On est tellement partout, dans la cour, dans les rues. On court les pieds nus, on est entre nous. Exactement. On se sent les maîtres du monde, en fait. Hein? Lorsqu'on est un enfant de Bamako, on est puissant, on est maître du monde, malgré la pauvreté, malgré la difficulté, malgré la chaleur. Il faisait 39-40 degrés, même maintenant. Oui, j'ai senti une différence absolue parce que je suis arrivée d'un continent immense, grand, d'un pays qui fait 2 fois la France, ici à Paris, avec une fratrie, et je me suis retrouvée dans un 3-4 pièces. Exactement. Avec tout le monde, avec tous les frères et sœurs, et donc on a partagé les chambres. Alors qu'à Bamako, on avait de l'espace. On dormait même dehors. Tu sais, tu le connais. Dans la période de chaleur. Et on dormait dans la cour, tous. On sort des bains, un mandat, on se couche à la belle étoile. Donc, je quittais ça pour dormir dans un petit appartement de 3 pièces, 4 pièces. Et c'était pas évident. Donc, oui, j'ai vraiment senti une différence. D'accord. Alors, à l'âge, après, tu repars à Bamako. Et pour tes années de collège, tu me diras après si c'était pour une punition. Et au cours de ce passage à Bamako, à l'âge de 16 ans, tu décides de mener une enquête sur les enfants de la rue. Comment une adolescence de 16 ans arrive à penser à ça? Et quel était l'objectif recherché? Qu'est-ce que tu cherchais à définir de par ton étude? Alors moi, j'ai toujours été très engagée pour la cause des enfants, de l'enfance. Et j'ai toujours été révoltée, mais encore maintenant, révoltée contre l'injustice sociale. Et les écoles coraniques à Bamako et partout à travers l'Afrique recueillent souvent ces enfants qui sont dans des situations de détresse, souvent abandonnés par leur famille, orphelins de père et mère. Et les écoles coraniques les sauvent en leur délivrant un apprentissage, mais en même temps une éducation sociétale. Et lorsque moi je me trouvais, parce qu'on est toujours dans un déclassement, tu sais, on est dans un déclassement social. Quand je quitte Bamako pour Paris, je suis dans un déclassement. Je quitte une maison de 500 mètres carrés pour me retrouver dans un 3 pièces à Paris. Donc je suis dans un déclassement. Lorsque je découvre les élèves de ces écoles coraniques qui apprennent le Coran par les maîtres,
mais qui, à partir de l'après-midi, se trouve dans les rues, dans les marchés, en train de quémander, en train de demander l'aumône, souvent à manger. J'ai été saisie. C'est mon cœur qui a souffert, c'est mon esprit, c'est mon corps, c'est mon être qui a été totalement envahi. Et donc, j'ai proposé à la presse malienne, notamment le journal Diamana, qui à l'époque, plus toutes les presses libres, de leur demander de mettre un projecteur sur ces enfants. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, tu avais 16 ans. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, mais je commençais à être révoltée depuis l'âge de 7 ans. Hein. Moi, je suis une révoltée depuis l'âge de 7 ans. Et entre le passage des deux pays, le Mali et la France, je suis revenue à Bamako. Et à Bamako, ma révolte n'a fait que s'accroître face à une forme d'injustice et face à la condition des enfants. D'accord. Et la condition des enfants, c'était de les voir aller quémander à manger, en connaissant par cœur les sourates, en connaissant par cœur l'école coranique, les apprentissages, mais n'ayant pas les moyens de s'émanciper. Et pour gagner leur pain, ils allaient avec, on appelle ça les guéribous. Hein. Ouais, ils avaient les petits pots, là, ils allaient, etc. Et donc, j'ai attiré l'attention des rédacteurs, des décideurs et des directeurs de presse sur un sondage sur comment est-ce que le Mali fait attention à sa progéniture. D'accord. Et à ses enfants. Et malheureusement, c'était quoi le résultat où malheureusement le résultat n'a pas pu être publié? Non, le résultat, c'était un constat d'abord. Alerter les autorités en disant attention, vous êtes en train de négliger votre futur, absolument, votre futur, mais vos enfants. Oui. Vous êtes en train de ne pas les prendre en considération, de ne pas leur donner l'éducation qu'ils devraient avoir, en plus de l'école coranique, mais aussi de l'école républicaine laïque, qui leur permettrait de concevoir en fait un mix de ce qu'est la connaissance à la fois spirituelle, qui est très importante, mais la connaissance intellectuelle, des livres, etc. Et vous êtes en train de faire une grosse erreur. D'accord. Et lorsque j'ai publié mon sondage, c'était de montrer combien d'écoles coraniques il y avait, combien d'enfants étaient à la rue, combien d'orphelins il y avait et qu'est-ce que l'État comptait faire. D'accord. J'espère que les décideurs, s'ils voient ce podcast, qui prennent des mesures, parce que jusque-là, le problème n'a pas été complètement éradiqué. Tout à fait. En 84... On a échoué. Hein. Je vais l'avouer, ma génération a échoué. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de parler à ta génération, à toi, à tes jeunes élèves, étudiants et ceux qui te suivent, pour que justement ils relèvent ce défi dans lequel nous, on a échoué. D'accord, les jeunes, vous avez entendu. C'est un message. Exactement. Alors, en 94, tu reviens à Paris pour faire tes études supérieures à la Sorbonne. Et c'est là que tu découvres que tu es une femme, mais parce que une femme noire. Oui, parce que si tu veux, lorsque j'étais ici enfant, je ne savais pas que j'étais noire. J'étais juste une enfant comme tant d'autres. J'étais une jeune fille un peu espiègle, un peu agitée, un peu énervée, révoltée, comme je te l'ai dit. Et puis en 94, j'intègre la Sorbonne pour des études de lettres modernes parce que j'adore les lettres. D'abord Amadou Hampâté-Bâ, Émile Zola, Jean-Jacques Rousseau. Et puis tous ces grands auteurs et écrivains du siècle des Lumières qui m'ont façonné, mais aussi la langue latine et la langue grecque que je vais découvrir à la Sorbonne. Eh bien, je découvre dans la cour de la Sorbonne que je suis une femme et que je suis noire. Parce que lorsque j'essaie d'intégrer le groupe d'étudiants, eh bien, on me fait bien comprendre que je suis noire. D'accord. Et que je n'ai pas la même culture et les mêmes compétences culturelles, intellectuelles ou scolaires pour pouvoir intégrer ces groupes. Et donc là, je développe effectivement une deuxième compétence et je deviens encore plus en colère pour apprendre et pour me dépasser. D'accord, mais là, comment tu as su t'adapter et finir ton cursus jusqu'à ton master? J'ai eu beaucoup de soucis parce que j'ai toujours passé des rattrapages.
parce qu'en même temps, je travaillais pour gagner un petit peu de quoi payer mon loyer. Ça, c'est le quotidien manger. des étudiants. Exactement, de tes auditeurs. Ouais. Ils savent très bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on suit les cours et puis on s'adapte un petit peu aux emplois du temps. Et quand on a la chance d'avoir un job d'étudiant, eh bien, on file pour pouvoir, à la fin du mois, avoir sa fiche de paye. Exactement. Alors moi, dans mes fiches de paye, dans les contrats que j'avais, pour les fiches de paye, j'avais un souci. Je suis tombée à 2-3 reprises sur des employeurs qui me donnaient des chèques en blanc. Donc, il a fallu que je les attaque au prud'homme pour pouvoir me faire rétribuer. Ça existe. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans la même situation. Je pense que ces temps sont un peu révolus. Voilà, peut-être. Mais moi, à l'époque, j'en ai eu pas mal. Ouais. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais travailler à partir de 17h pour caissière, pour vendeuse, pour hôtesse, etc. Et puis, à la fin du mois, j'avais un peu de sous. Et le matin, j'enchaînais avec les cours à la Sorbonne, notamment la littérature étrangère et comparée sur l'Europe. Et c'est là que j'ai appris beaucoup d'auteurs européens. Le latin, le grec, je viens de le dire. Et puis, tout ce qui est l'histoire de l'ancien régime français. Parce que j'étais déjà riche de l'histoire de l'Afrique. Et donc, il fallait en même temps que j'apprenne l'histoire de l'Europe. D'accord. Alors, de ce parcours, tu es passé à la fin de tes études, tu as commencé d'abord surveillante, après CPE, puis proviseur. Quels ont été les moments clés qui ont façonné ta carrière dans l'éducation nationale? Alors, tous les moments ont été des moments charnières parce qu'à chaque moment, j'ai appris. J'ai appris de mes échecs, d'abord, et j'ai appris des défis qui se posaient devant moi. C'est-à-dire que devenir surveillante, on est ce qu'on appelait un pion, et il faut savoir mener, être efficace, répondre aux missions. Devenir professeur contractuel, il a fallu adapter les séquences pédagogiques et apprendre à faire un cours. Ça ne s'invente pas, ça se construit, ça se travaille. Ouais. Voilà. Parce que vous-même qui êtes étudiant à Paris, vous savez, lorsque vous avez un professeur devant vous qui n'a pas préparé ses cours et qui arrive en vous racontant n'importe quoi, vous le voyez tout de suite. Et l'école malienne a été précurseur pour moi là-dessus, de mon époque. Et je veux rendre hommage à l'école malienne. On a souvent tendance à l'oublier, mais nous avons quand même une qualité. Des années précédentes. Des années précédentes. Actuellement, c'est vrai que c'est un peu discutable. On va en venir. C'est vrai, c'est un peu discutable. Mais de mon époque, j'avais des enseignants qui transmettaient un savoir qui était un savoir de qualité, des connaissances de qualité, et qui nous obligeaient à réviser, à travailler, puisqu'à l'époque, il y avait les châtiments corporels, rappelez-vous. Hein, lorsqu'on avait 2-3 fautes de... On dit gagner. Gagner, voilà. Malheureusement, j'en ris maintenant, mais c'était douloureux, c'était des châtiments corporels. Moi, quand j'avais 5 fautes à la dictée, j'avais 5 coups de fouet. Exactement. Hein? Et quand j'arrivais pas à trouver la récitation ou la référence à un texte, j'avais autant de coups de fouet. Donc, c'était assez violent. Mais cette violence, elle a contribué quand même à faire qu'on apprenne et qu'on ait peur justement de ça. Alors moi, je suis complètement contre cette manière d'enseigner. Hein. Je ne prône pas du tout ça. Je trouve au contraire que lorsqu'on prône par la violence, l'élève n'assimile pas. Mais lorsque on encourage et on donne à voir à l'élève qu'il a toute sa place, toute sa compétence et tout son talent à déployer, eh bien, il peut y arriver. D'accord. De par ce parcours, en 2012, tu décides de faire le concours pour devenir proviseur. Mais là, on ne s'attendait pas à te voir là pour briguer ce poste de proviseur. Totalement. Lorsque je suis lauréate du concours de personnel de direction pour devenir proviseur, oui, on ne s'y attendait pas parce que je suis d'abord le fruit de 2 échecs que je n'ai pas eu au précédent concours. Et puis, je montre par une volonté farouche que c'est ce que je veux. Exactement. Et donc, je l'obtiens. Et quand je l'obtiens, je demande à rester à Paris. Et on m'explique que non, il faut aller à Créteil, il faut aller en banlieue. D'accord. Et je dis non, je vais rester à Paris. Et pourquoi je vais être à Paris? Parce que je le vaux, parce que je le peux, parce que j'ai les compétences et que j'ai l'envie
d'y être. Alors, il ne suffit pas d'avoir l'envie, il faut travailler. Exactement. Donc, je vais essuyer plusieurs refus jusqu'à obtenir la possibilité d'occuper un poste dans l'académie. D'accord. Donc, en 2020, tu deviens la toute première femme noire et d'origine africaine à être proviseure dans un lycée de Paris, Tout à fait. dans les beaux quartiers de Paris. Et, Dans le 5e arrondissement. Oui, dans les 5e arrondissement, à côté exactement. du Panthéon. Alors, quel est le sentiment quand on devient la première dame noire et d'origine africaine à être proviseure d'un lycée à Paris? Alors, c'est un sentiment puissant, mais qui m'oblige. C'est-à-dire que c'est un devoir d'exemplarité. Le sentiment que j'ai, c'est que je n'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que Pas comme les autres. Je ne sais pas, mais quand on ouvre la voie, quand on est premier, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, ils vous regardent, ils attendent que vous puissiez montrer l'exemplarité et que vous puissiez montrer que c'est par la force du travail, la force de la conviction, l'abnégation, l'envie de pouvoir exercer ce métier qui vous amène là où vous êtes et que ce n'est pas par hasard. D'accord. Voilà, ça, c'est important. Est-il lourd le costume de proviseur à porter ou c'est plus léger quand on est surveillant ou c'est peu? Alors, il est lourd parce qu'on est responsable en tout, de manière administrative, juridique, pédagogique, éducative, dans la maison qu'on administre, c'est-à-dire un lycée. Et il est à la fois léger parce qu'on est porté par cette vigueur des élèves, de la jeunesse, qui vous donne envie et qui vous donne la possibilité de vous dépasser. Et puis l'adolescence, les jeunesses ah, aussi. Oui. Ah ben, écoutez, il n'y a pas mieux que l'adolescence, il n'y a pas mieux que la jeunesse, parce que ce sont eux qui font que vous avez tous les matins cette envie de vous lever, de vous réveiller et d'arriver à l'école avec l'envie et avec du vent dans les ailes. Et pour pouvoir effectivement voler, essayer, expérimenter, échouer, revenir et puis se confronter, mais avec un objectif très clair, c'est-à-dire la réussite de l'élève. D'accord. Ça, c'est important. Ok. Tout se passe au lycée. C'est là où tu t'attelles dans ta profession. Aujourd'hui, quand on parle de lycée, on parle d'un lieu pour aller apprendre, à passer le bac surtout. Mais est-ce que toi, tu as une définition du lycée? Oui, alors pour moi, le lycée, c'est une micro-société. C'est un lieu, et d'ailleurs, c'est l'objet de mon deuxième livre, Moi, proviseur, le journal d'une proviseure combative. Exactement. Qui montre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on a fermé la porte d'entrée et lorsque la sonnerie a retenti. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le lycée, c'est pour moi le lieu où tout se joue. Entre cette administration un peu corsetée, l'administration française, l'école où il y a des règles, des dogmes, et puis cette nouvelle génération des jeunes comme vous, des élèves, qui arrivent avec leur talent, leur envie, leur énergie, et qui veulent absolument bousculer certaines choses. Donc, il y a, non pas une confrontation, mais il y a un maillage, il y a une complémentarité de ces deux énergies-là qui donnera l'école de l'année 2030-2050. D'accord. Mais dans un lycée, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à gérer? Est-ce les élèves? Est-ce les parents d'élèves ou l'administratif? C'est un tout. Alors, les parents souvent, parce que j'en parle dans le livre, il faut souvent les mettre à leur place, qui est une très bonne place et qui sont des partenaires évidents pour que l'école avance, mais trop n'en faut. C'est-à-dire que je n'autorise pas un parent qui outrepasse ses droits pour donner à un professeur des leçons et à contester, par exemple, une notation ou une évaluation d'un enseignant. Ça, ce n'est pas admissible parce que le professeur, lui, il est le seul maître à bord et compétent pour pouvoir le faire. Maintenant, je donne une place prépondérante aux parents pour m'aider à travailler avec les enseignants pour faire en sorte que leurs enfants, donc nos élèves, puissent avancer et réussir dans leur progression, dans ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire un diplôme, une formation, une compétence, ou tout simplement développer des compétences qu'on n'avait pas vues chez eux. D'accord. Voilà.
Et dans cet acheminement de tous les jours, Oui. tu as pas mal d'anecdotes. Celles qui m'ont marqué un peu dans le livre, moi, proviseur, c'est la sœur d'une élève avocate qui vient et qui essaye de te redresser. Et des parents d'élèves aussi qui viennent et qui veulent composer la classe de leurs élèves pour qu'ils soient dans les mêmes classes que ses copains. Face à tout ça, comment tu arrives à gérer, être soi-même? Alors, d'abord, il s'agit d'entendre la demande, qui est légitime, hein, mais d'y répondre de manière très claire, très objective. C'est-à-dire que un parent ne peut pas venir composer ou se substituer à une direction d'établissement et à une pédagogie, puisque sa compétence n'est pas celle-là. Donc, effectivement, des parents qui veulent envoyer une grande sœur avocate, c'est pour faire une pression. Exactement. Or, moi, la pression, ça marche pas. Je ne marche à une seule énergie, c'est l'énergie de mes élèves, l'énergie du savoir-faire, l'énergie de la compétence et l'énergie de se découvrir soi-même. Et lorsqu'on veut me mettre une pression qui est une intimidation, il faut dire ce qui est. Elle est avocate, va-t-elle venir avec sa robe d'avocate? Pourquoi pas? C'est une question qui se pose en France, hein, notamment dans les conseils de discipline, parce qu'il y a le droit du contradictoire. Mais en même temps, on ne peut pas enlever à l'école sa dimension pédagogique, sa dimension d'évaluation, et on ne peut pas non plus aller sur... comme un jugement de tribunal, ce n'est pas le lieu. Même si ça l'était, c'est seul le proviseur qui a le droit d'adjuger. D'une part, absolument, parce qu'on reste le seul chef à bord. Et j'aime à être chef, puisque j'ai toujours voulu être proviseur. Ah, d'accord. Et dans ce parcours très, très formidable, d'ailleurs, je te félicite pour ton combat de tous les jours, il y a eu certainement des moments de doute, mais comme tu l'as dit, le doute chez toi, ça dépasse pas une minute. Quel est le secret? Quelle est la force qui te pousse à aller au bout, à atteindre tes objectifs, si tu veux? Alors, je pense que le secret, s'il y en a un, je ne sais pas s'il y en a un, c'est la conviction profonde que j'ai d'exercer ce métier, mais c'est aussi mon éducation. Je disais tout à l'heure, l'école malienne qui m'a formée, qui m'a construite, l'école française qui a structuré tout cela. Mais l'éducation de la société malienne, moi, j'y crois profondément. Et je rends hommage, si jamais vous êtes écouté à Bamako, à toutes les mamans, à toute la communauté, à tout le peuple malien, qui est un peuple vaillant, courageux, pour une éducation qui n'est pas une éducation séculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas maman, papa et leurs enfants et personne ne s'occupe. Exactement. Non, c'est tout le village, c'est toute la communauté, c'est tout le quartier. Hein, quand tu sors de la maison, le voisin qui te voit, qui peut te rappeler à l'ordre, qui peut te dire non. Et puis, on est obligé de dire bonjour. C'est même pas une obligation, en fait. Je crois que c'est même naturel. Exactement. C'est naturel, c'est social. On sort de la maison, le voisin qu'on rencontre, la mamie qu'on rencontre, on lui prend ses tabacs, ouais. On dit bonjour, on salue, et si on salue pas, on se fait chicoter, et je pense que c'est normal. Il n'y a pas d'individualité et d'individualisme dans cette société-là. Et donc, mon secret vient que j'ai été formée par la communauté, par la société. Communauté que je dénonce de temps en temps aussi quand elle fait un peu trop invasion dans ma vie privée ou dans ce que je dois dire ou porter ou m'habiller, mais une communauté qui est quand même là pour nous. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la société malienne, elle m'a forgé, elle m'a apporté beaucoup, et ce qui donne aujourd'hui la proviseure que je suis, parce que je pratique grâce à ce que j'ai reçu et grâce à ce que j'ai appris. D'accord. En 2021, oui. Tu publies ton premier ouvrage, une citation en épigraphe inspirée de Ray Charles. « Je suis noir, je ne me plains pas, j'aurais pu être femme. » Qu'est-ce que tu as souhaité transmettre à travers ce témoignage et le titre? Alors, je souhaitais dénoncer 3 points. 3 points qui est que je suis noire. Moi, je ne suis pas black. Voilà, on arrête de dire aux jeunes noirs, et que les jeunes noirs aussi arrêtent de se dire je suis black. Non, tu es un noir. Tu es une noire. Mais en anglais, black, ça devient noir. Oui, mais on n'est pas en Amérique.
On est en France, qui est une ancienne colonie. Et donc, nous ne sommes pas dans une culture américaine ou anglo-saxonne, on est dans une culture franco-française. Et la France a été une ancienne colonie de l'Afrique de l'Ouest, dans l'AOF, ce qui fait que moi, mon grand-père y était, et que c'est pour ça que je suis devenue française, par mon grand-père, ensuite ma mère, etc. Et donc, cette colonisation a posé des choses, mais dans la langue française, dans la francophonie. Et donc, je ne dis pas black parce que je suis profondément engagée aussi sur la francophonie. D'ailleurs, on est en train aujourd'hui de se parler en français. Ouais. On aurait pu faire l'interview en bambara, puisqu'on parle bambara. On aurait pu le faire en peul aussi. On aurait pu le faire en sorail. Bon, moi je parle pas peul. Le peul, c'est mes esclaves. Ça n'existe pas. Nous sommes esclaves de personne. Nous, les peuls. Nous sommes absolument indépendants. Mais ceci dit, je suis de l'ethnie peul. Je suis aussi bambara. Et ben maintenant, et je parle cette langue-là qui est très riche et qui fait aussi que le Mali a une unicité. C'est-à-dire que c'est une langue quand même qu'on parle couramment un peu partout au Mali, même s'il y a d'autres langues que je respecte éminemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je souhaitais dénoncer 3 points. Et Ray Charles, qui était un éminent artiste américain oui. aveugle, lorsqu'il était jeune, lors de ses 7 ans, 9 ans, a été atteint de la cécité, a répondu à un journaliste qui lui demandait « Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas trop dur d'être aveugle, vous qui êtes idolâtré, qui avez un public qui vous suit ?» Et il aurait répondu une phrase que moi je trouve absolument drôle. Non, ce n'est pas grave d'être aveugle. Il y a pire, j'aurais pu être noir. Et je trouve qu'en pleine ségrégation, sortir ça, c'est montrer quand même qu'on a assez d'humour sur la période extrêmement dramatique où on était tués, on était pendus par le Ku Klux Klan parce qu'on était noir. Exactement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans le premier livre, ce que j'ai voulu dénoncer, c'est que d'abord, je suis une femme. Donc là, qu'est-ce qu'on arrive à faire quand on est une femme ? Je suis noire, c'est un fait, ça se voit, et j'en suis fière. Exactement. Mais il n'y a pas de quoi en être fière, mais c'est parce que c'est moi. Et j'aurais pu, donc je suis noire, j'aurais pu être une femme. Je ne me plains pas, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la position de regardez-moi, je suis issue d'un peuple qui a beaucoup souffert, la colonisation, tout ce que je viens de dénoncer. C'est vrai, mais actuellement, moi, je n'ai pas de boulet au pied. Je n'ai pas les chaînes. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de me construire ? À part mon intellect et à part mon envie et à part effectivement d'aller briser les murs et de sauter les obstacles que la société me met et que je me mets moi-même. Exactement. Donc, autorisez-vous la jeunesse, autorisez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Alors, c'est ce humour-là que tu as utilisé comme ton pour essayer de relater les micro-agressions que tu as pu avoir au fil de ta carrière. Pourquoi le ton exactement ? Pourquoi l'humour ? Parce que l'humour est une arme fantastique, fabuleuse, et que aller sur les plateaux télé ou faire un livre à charge pour dire les Blancs nous ont colonisés, c'est un fait. Nous avons été esclavagisés, c'est un fait. On nous méprise, et encore aujourd'hui, en 2025, c'est un fait. Mais à un moment donné, à quel moment est-ce qu'on se lève et on se dit, je n'ai plus les chaînes, et même si on me les met invisibles, ces chaînes, je les brise et j'avance. Et je me fiche de savoir ce que tu penses de moi. Et je me fiche de savoir que tu penses que parce que je suis noire, je ne suis pas capable. Eh bien, moi, je te prouve par l'humour, que tout ce que tu me dis, c'est un boomerang, c'est pour toi, et que ça ne m'atteint pas, parce que moi, je pense que mon identité, que ma culture universelle, que mon apprentissage, que mon éducation, et que ma manière sociétale de vivre et de voir le monde est beaucoup mieux que ce que toi, tu veux me renvoyer avec cette haine, cette agressivité, cette violence, ce racisme qui existe encore, et qui est souvent dilué quand on est dans mon milieu, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir comme dans un comptoir te traiter de sale bougnoule, retourne chez toi, mais on va te le dire différemment. D'accord. On va te questionner. Mais que fais-tu là ? Ouais. D'où viens-tu ?
Et on t'a même confondu en tant que gardienne alors que tu étais proviseur de ton lycée. Mais oui, parce que ils avaient un peu de mal à concevoir que dans les beaux quartiers de Paris, que sont les quartiers du centre de Paris, ou le 5e arrondissement, on puisse être autre que la femme de ménage ou la gardienne. Exactement. Mais il existe des talents noirs. Ça s'appelle des pépites. Ça s'appelle des personnes comme toi, comme tes camarades étudiants qui ont le cerveau bien formé. D'accord, ok. Mon deuxième ouvrage, Moi proviseur, paru en octobre 2024, un journal intermittent d'une chef d'établissement combative. D'où vient le déclic de relater le quotidien de ta fonction de proviseur? Journal impertinent. Impertinent, pardon. Impertinent. Ouais. D'où ça vient? C'est-à-dire qu'après le premier livre, où je souhaitais raconter d'où je venais, c'est-à-dire ce beau pays qu'est le Mali, auquel je rends toujours hommage. Exactement. Mali puissancy. On aime à le dire. Et puis surtout parce que j'y suis née, que je suis très attachée à ce merveilleux pays qu'est le Mali et auquel je crois profondément. Mais tout à fait aussi ce merveilleux pays qu'est la France. Vous voyez, je suis quand même la somme et l'identité de tous ces deux pays. Le deuxième livre, c'était une manière pour moi de rendre hommage aux élèves, aux professeurs et au personnel d'éducation, et surtout montrer au grand public ce qui se passe dans une école. Comment est-ce que les chefs d'établissement travaillent? Souvent, on oublie, parce que quand on a une image un peu figée du proviseur, c'est le grand proviseur, c'est celui qui sanctionne, c'est celui qui est dans son bureau, c'est celui qui ne bouge pas, c'est celui qui... Non, moi, je souhaitais montrer une manière de faire démocratique, qui a souvent des réussites, des échecs, mais qui arrive quand même à amener l'élève qui nous est confié par l'école de la République pour en faire un citoyen. Et c'est ça qui m'importe. D'accord. Sur Django, le podcast, Oui. moi j'ai reçu des entrepreneurs d'abord, Oui. des politiciens, et là c'est la première proviseure noire de Paris. Mais en même temps, je porte un œil sur l'Afrique et le Mali. Et toi, en tant qu'invité, ton cadre, c'est l'éducation. Donc, j'aimerais que tu me donnes ta vision sur l'éducation nationale au Mali et faire une comparaison entre votre génération et celle d'aujourd'hui. Alors, ma vision, elle est très pessimiste. Je l'ai dit lors de la EMIF, lorsque l'association des étudiants maliens de la Île-de-France m'a fait l'honneur de m'inviter pour en parler dans une table ronde à laquelle tu étais. Je suis très comment dirais-je, souvent en colère, mais la colère ne suffit pas. Je suis très dans une réflexion, dans une analyse qui est que l'école malienne va mal. C'est un fait. C'est un constat. Je le constate malheureusement tous les jours. À mon époque, la base, la structuration était encore solide, mais depuis quelques années, je pense qu'il y a un abandon total des autorités et des décideurs sur ce qu'est l'avenir de l'école. Et ça, c'est dramatique. Je le condamne fermement, mais je ne fais pas que condamner, je donne aussi des pistes de réflexion de ce qu'il conviendrait de faire. Je ne suis pas décideur, je ne suis pas politique, mais je suis quand même une citoyenne qui analyse, qui réfléchit et qui pense que si au Mali, si sur le continent africain, nous ne prenons pas garde de mettre depuis le bas âge l'enfant dans la structuration pédagogique, scolaire, qu'il convient, c'est-à-dire de la structuration de l'école fondamentale. Ensuite, du primaire, avec des maîtres formés et en capacité d'apporter l'éducation, les parents responsables de cette éducation et l'État qui gouverne tout ça dans le fonctionnement de l'instruction pédagogique, on se perd. Et on perd notre population.
l'éducation, elle ne peut pas commencer que quand on arrive au lycée. Exactement. Elle doit commencer depuis le bas âge, depuis la maternelle. Ça veut dire qu'il faut que l'État investisse énormément d'argent, énormément de moyens, énormément d'énergie pour faire en sorte que ces soupassements-là, d'ailleurs on le sait, quand on construit le Bamako, le soupassement puisse être solide. Et cette solidité, eh bien, je suis navrée de le dire, mais il faut de l'argent. Il faut de la conviction. Il faut de l'envie. Il ne s'agit plus de parler. Il ne s'agit plus de dire on va faire, on devrait faire. Et puis l'école, et puis tout de suite être là, dans les grains, là, assis dans les grains à boire du thé et à bavarder. Mais agissons. Exactement. Soyons des acteurs agissants et non pas des résignés réclamants. Ça, c'est insupportable pour moi de voir qu'on est là, on constate et personne ne bouge. Je veux bien qu'on attaque l'ancien colonisateur qui était la France, mais nous avons une indépendance depuis plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne dis pas que tout a été mal, je dis juste qu'il est primordial, qu'il est absolument fondamental, je dirais même vital, que le Mali fasse table rase de toutes ces inimitiés, de tout ce qui ne va pas, mais se concentre sur une seule chose, c'est l'école. Le système éducatif de rechanger complètement l'appareil. Totalement. De le refonder. Les états généraux sur l'éducation posés, mais il ne s'agit pas que ça aille dormir dans un tiroir. Je suis désolée. Tout à fait. Malheureusement. On nous a consultés ici en France, à Paris. On les a consultés à au Bamako. pays. Moi, je leur suis reconnaissante du travail acharné qu'ils mettent. Mais j'en appelle aux décideurs. Et j'espère qu'ils vous écoutent et qu'ils vont vous écouter. J'espère bien. Et je sais qu'ils le font. Mais je leur demande d'en faire encore plus. Moi, je suis là, je suis disponible pour apporter les moyens qui sont les miens. Parce que j'ai un amour absolu pour ce pays qu'est le Mali. Et je pense que ça passe par la culture aussi. D'accord. Notre président a décerné l'année 2025 l'année de la culture. L'année de la culture, oui. Mais la culture, c'est aussi l'éducation. D'accord. Et j'attends peut-être que l'année 2026 soit l'année de l'éducation. OK. Les décideurs, si vous nous voyez, pensez-y à mettre le fond, le maximum dans l'éducation. Et c'est à travers ça qu'on pourra construire un Mali en paix. Parce que tout ne se joue pas sur le terrain de guerre. C'est aussi ces soubassements, comme elle a dit, qui font qu'on arrive à construire un État solide. Moi, j'ai une guerre. J'ai une guerre à mener. Ma guerre, c'est l'école. D'accord. Ma guerre, c'est l'éducation. Ma guerre, c'est l'instruction. Ma guerre, c'est l'école. Ma guerre, c'est de construire des écoles partout. Des associations le font, des individus par communauté, parce que les communautés Sarakwele, Maraka, comme on dit, etc., Peul ou autres construisent. Parce que je suis pas seulement ici dans ma tour d'ivoire à Paris en train de dire tout va bien, c'est pas vrai. Je suis très en prise avec les associations. L'AMIF a invité des associations qui nous parlaient justement de toutes les actions que vous menez, vous, avec l'AMIF et les autres, notamment les visites au sein des écoles. Mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Exactement. Mais moi, ce petit à petit, je voudrais qu'il soit le grand à grand. Pas petit à petit, grand à grand. Okay. Ça arrivera. Alors, oui, restons toujours dans le Mali. Il y a quelques jours, nous sommes en mars, et il y a quelques jours, on a fait, c'était le 8 mars, oui, le Journée internationale des droits de la femme. Selon toi, cette journée est-elle avant tout une célébration ou un moment de lutte ? Et à ton avis, quels devraient être les principaux combats des femmes au Mali et en Afrique ? Alors, ce n'est pas qu'une célébration, c'est un moment de lutte. Tu as raison de le signaler parce que, mais malgré la célébration ou la journée internationale des droits des femmes, bon, on note année après année que les combats continuent, que nous avançons pas à pas. Que les choses ne sont pas acquises de manière facile et qu'à chaque génération, à chaque année, nous essayons de gagner ne serait-ce que 0,05, mais c'est toujours ça de prix. Donc oui, ce sont des luttes. D'abord, montrer, nous, femmes, à nos enfants, filles,
lorsqu'elles naissent, qu'elles sont belles, qu'elles sont puissantes et qu'elles sont capables. Comme on va dire à nos garçons, mon garçon, tu es beau, tu es grand, tu es puissant, tu es capable. Mais est-ce qu'on le dit aux garçons? Je pense qu'on le dit aux garçons plus qu'on le dit aux filles. Bon. Moi, en tout cas, on ne me l'a pas dit. Alors, de manière sans doute, de manière informelle, je pense que la société malienne se conforme à donner un peu plus de priorité aux garçons, plus qu'elle ne le donne aux filles, malgré qu'elle se mette d'accord elle-même, cette société malienne, pour comprendre et pour dire que la femme porte la société malienne. Moi, je l'ai toujours entendu. Pourquoi je célèbre le 8 mars dans mon lycée tous les ans et pourquoi je le fais? Parce que je suis le fruit de l'histoire que j'ai eue depuis ma naissance à Bamako, où on avait tout le temps des pagnes. Chaque 8 mars, on avait des pagnes, on avait des effigies, on avait un slogan. Et moi, je voyais mes tatas, mes mamans, toutes les femmes avec justement soit les costumes, soit le pagne brodé à l'effigie du 8 mars. Ouais, c'est ça. C'était tagué dessus, 8 mars. Donc, ça m'a marqué, ça, quand j'avais 7 ans. Et ça continue, d'ailleurs. Donc, c'est toute une société qui porte ça. C'est formidable. Mais à contrario, dans les pratiques, c'est-à-dire que nous, les femmes, on va continuer à perpétuer, dans le cadre traditionnel, le fait qu'il faut aller servir l'homme, le fait qu'il ne faut pas mettre notre fille à l'école et qu'on peut peut-être envoyer le garçon à l'école et garder la fille à côté de moi pour qu'elle m'aide à faire les tâches ménagères. Moi, je dirais plutôt que c'est aujourd'hui, c'est pas la tendance, mais la tendance, c'est de mettre les propres enfants à l'école et mettre l'aide ménagère, garder l'aide ménagère, qui est une femme aussi, qui a droit à l'éducation, de rester à la maison et qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour un salaire minimum de 15 000 francs CFA. Bon, je pense que c'est là le problème. Mais là, c'est un autre problème. Oui, personne ne porte leur voix, malheureusement. Quand on parle de 8 mars, il n'y a aucune femme qui vient célébrer ces femmes-là. Et pourtant, c'est des femmes qui sont fortes et qui ne se plaignent pas. Non seulement elles sont fortes, mais elles sont dans une tâche ingrate qui est du ménage, qui est de nettoyer les saletés des autres et de rendre la maison propre. Et elles sont invisibilisées par la société. C'est un autre point qui mérite absolument un combat et qu'on mette en exergue. Tu as totalement raison. Ce que je veux dire, par contre, c'est au niveau de l'éducation, puisque c'est mon credo, l'éducation, Exactement. c'est que moi, je suis désolée, mais j'ai souvent vu des mamans dire « Oh, ben, c'est pas grave si tu fais pas beaucoup d'études en tant que fille. Tu trouveras un mari. » Et on va pousser le garçon, lui, à aller à l'école pour faire des études. Mais de quel droit? La fille peut aussi le faire. Et je le dis à nos décideurs, je le dis de manière vraiment très calme, lorsque une société a conscience que ce sont les femmes qui peuvent changer la dynamique sociétale de tout un pays, eh bien, elle investit cette société-là sur les femmes, en les mettant à l'école, en les mettant dans les apprentissages, en faisant en sorte qu'elles soient les plus diplômées possibles, sans pour autant faire de concurrence aux hommes, c'est pas le sujet, mais en ne les privant pas d'études. D'accord. Et c'est en les privant pas d'études qu'elles-mêmes, plus tard, en devenant maman et en donnant la vie, elles vont pouvoir apprendre à leurs propres enfants que c'est par l'école qu'on s'émancipe. Et pas parce que le mari, le compagnon, le copain ou le papa va vous donner un peu d'argent pour que vous puissiez vous en sortir. D'accord. Mais non! Parce que vous avez votre diplôme qui est votre premier mari, et ça, je vous le dis, mesdames, voilà. Après, vous avez le mari que vous voulez, que vous choisissez. Si c'est un footballeur, je prends aussi, même si... Là, on a tout compris. Même si je suis pas... Bon, mais après, on est amoureux de qui? On est amoureux, c'est pas le sujet. Mais ceci dit, je suis vraiment désolée. On ne peut pas dire à des femmes africaines, restez à la maison, continuez à faire la popote, continuez à bien ranger la maison, à faire en sorte que j'ai une belle maison, que quand je rentre, je pose mes babouches, je pose mon boubou et j'ai à manger et puis tout va bien. Non, ça ne va pas bien. D'accord. Le Mali ne se relèvera, le Mali ne se construira, le Mali ne deviendra un pays autonome et indépendant
à condition que toutes ces femmes soient mises à l'école, tout comme ces hommes. Voilà. Donc l'école, rien que l'école et encore l'école. D'accord, le message est attendu. Alors, le long de ton parcours, ça a été un parcours de combattant. Tu t'es battu, ni te genre, pour être la dame que tu es. Quelle est la meilleure leçon que tu as prise au cours de ton parcours? Une des leçons majeures, c'est qu'il ne faut jamais renoncer. Lorsque moi j'ai été confrontée à des difficultés, tu as raison, quand tu dis que je me suis beaucoup battue, j'ai rencontré énormément de difficultés. J'ai connu, comme vous les étudiants, des fins de mois difficiles. Le fait de ne pas pouvoir manger tous les jours, matin, midi et soir, et de se faire juste un repas, ça existe encore. Exactement. J'ai connu la possibilité de ne pas pouvoir laver mes linges parce qu'au lavomatique, parce que j'avais pas de machine à laver chez moi et qu'au lavomatique, j'avais pas assez de pièces pour le faire. J'ai connu ça. Je ne suis pas en train de faire pleurer Margot parce que je ne me plains jamais. D'ailleurs, ça fait partie du titre de mon livre. Mais ce qui m'a confortée, c'est que quand on échoue, on se relève. On peut tomber, trébucher, avoir toutes les difficultés du monde. Mais lorsqu'on a une idée en tête et qu'on sait ce qu'on veut, on y arrive parce qu'on a l'objectif dans le viseur. Et quand on a l'objectif dans le viseur, on ne lâche pas cet objectif-là. Donc les difficultés, la vie est dure. Qui que ce soit qui va vous dire que la vie est facile et que tout s'obtient comme ça, et là je fais un petit clin d'œil malicieux aux influenceurs qui n'influencent qu'eux-mêmes et que je trouve absolument regrettable et dommageable, qui n'expliquent pas à la jeunesse tout le backstage, tout le boulot qu'ils font avant d'arriver devant les écrans pour dire je suis maquillée, je suis belle, Exactement. je fais ci. Mais c'est du mensonge. C'est un monde de faux. Ce mensonge-là, mais malheureusement, certaines de nos sœurs, de nos enfants, de nos petits-enfants pensent que c'est une vérité. Exactement. Et qu'il suffit de passer devant un écran, devant une caméra pour dire que non, c'est du boulot, Exactement. c'est du travail. Et on ne devient pas ce que vous êtes sans travailler, sans abnégation, sans se remettre en question tous les jours. Et donc moi, oui, j'ai eu des périodes où je n'y croyais pas, mais en même temps, j'avais tellement en tête cette envie féroce de devenir proviseur que j'ai tout fait pour le devenir. Malgré qu'on m'ait dit jamais tu ne deviendrais proviseur. Okay. Et quel est le message que tu donneras aux jeunes issus de la minorité qui sont ambitieuses, aux jeunes dames surtout, et qui veulent faire de longues carrières, mais qui côtoient des obstacles au fur et à mesure de leur évolution? De se faire confiance. Faites-vous confiance. C'est la base. C'est la base. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez d'écouter celui qui vient vous conseiller. Alors, je ne veux pas être sectaire hein, parce que je parle beaucoup des filles, mais je n'exclus pas les garçons. Et je n'exclus pas non plus ceux qui sont en recherche d'identité parce qu'il en existe aussi. Moi, j'ai eu dans mes établissements des personnes qui sont rentrées en seconde et qui se cherchaient dans leur quête d'identité et qui ont fini par le trouver. Et je me fais une joie de les rencontrer en ce moment, une fois qu'ils ont quitté mon lycée, et de les accompagner surtout dans ce processus-là. Donc, j'aimerais aussi dire aux garçons et aux jeunes filles, mais pas que, arrêtez d'écouter ceux qui vous disent « tu n'y arriveras jamais ». Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent « mais c'est pas fait pour toi, mais tu n'es pas bien pour ça, mais ça ne va pas du tout, mais tu ne devrais pas, etc. » Écoutez-vous, vous, et arrêtez de les écouter. Parce que celui qui parle, il n'est pas vous, première chose. Et puis surtout, il ne sait pas ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc, il vous projette son envie, il vous projette sa fêlure, souvent. Il vous projette souvent ses aigreurs, il vous projette souvent aussi ses malentendus, en pensant bien faire. Mais arrêtez de les écouter. Écoutez-vous, vous. Autorisez-vous. C'est mieux. Avant de finir ce podcast, j'avais une question quand même à te demander. Il y a pas mal d'élèves de notre communauté qui sont orientés vers les lycées professionnels
et qui trouvent ça péjoratif. La plupart du temps, moi-même, je conseillais à ma nièce d'aller faire de lycée général. Mais est-ce que tu penses que le lycée professionnel, c'est péjoratif? Alors, ça l'a été. Ça l'a été. Moi-même, j'ai toujours été en lycée général avant d'intégrer et de diriger un lycée professionnel actuellement, qui est un lycée polyvalent. Et ce que j'aime à croire, c'est qu'il faut un lycée polyvalent dans lequel il y a un peu de général, la filière pro, la filière industrielle et la filière technologique. Lorsqu'au sein d'un établissement, il y a ça, l'élève pourrait essayer celui qui lui convient le mieux. Mais c'est vrai que la communauté africaine, maghrébine, se trouve souvent orientée dans ces établissements-là, lycée pro, parce que dans l'école française, il y a un vrai travail, un vrai défi, qui est que lorsque l'élève est moyen ou voire pas du tout bon, on va lui dire tu iras en voie pro. T'es pas bon pour aller en lycée général, tu iras en voie pro. Comme si c'était une voie de garage, comme si c'était un endroit où il fallait mettre tous ceux qui sont les cancres de la République et qui n'y arriveront jamais. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur qu'on tente à corriger, que l'école française tente à corriger, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était une grossière erreur que d'amener les élèves en disant « ils ne sont bons à rien, on va les mettre là », alors que le lycée professionnel, ce sont aussi des lycées manuels où on va acquérir des compétences d'intelligence manuelle, où on va associer tout ce que Sénèque disait, les stoïciens Sénèque disaient sur l'intelligence théorique et l'intelligence manuelle, c'est-à-dire pouvoir associer l'esprit et la main de manière à travailler et à créer un objet. Moi, je dirige un lycée où l'intelligence manuelle a toute sa place, où ChatGPT ne fait pas sa rentrée scolaire. Nous mettons ChatGPT à côté, on s'en sert de temps en temps quand on a besoin, mais nous utilisons plutôt notre cerveau, notre main, pour créer du verre, pour faire de la peinture sur verre. ChatGPT, il en est incapable. Exactement. On est d'accord. Pour faire un vitrail. Pour l'instant, ChatGPT n'est pas arrivé à ce niveau. À faire un pinceau, on est d'accord. Et à faire aussi un vitrail, c'est-à-dire un chemin de plomb pour créer un vitrail, comme Notre-Dame de Paris, lorsqu'il a brûlé, a été reconstruit. Mes élèves ont participé à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Ils sont capables de restaurer des vitraux séculaires de plus d'1 siècle. Ils sont capables de créer de la décoration sur verre, des créations sorties de leur imaginaire, en partant sur du design, en partant sur de l'innovation, etc. Et là-dessus, moi, je suis très fière de ça. Donc, la voie professionnelle, lorsqu'on est orienté, c'est souvent parce qu'on n'a pas les bonnes notes pour permettant d'aller en voie générale. Ce que je dis et ce que je conseille souvent aux familles, c'est de faire valoir au conseil de classe, auprès des chefs d'établissement et des professeurs, leur envie d'aller vers une formation, vers un métier, vers ce sur quoi ils se projettent. Si jamais ils en sont vraiment convaincus. Alors, ça peut ne pas être totalement défini. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'être accompagnés par des CEN, par des professeurs principaux, par les CPE, par des professeurs ou même des parents ou des amis ou le chef d'établissement pour bien orienter le chemin. D'accord. Et dans ce cas, ne pas prendre la voie professionnelle comme une fatalité, mais comme, au contraire, un défi, une envie, une énergie et quelque chose qu'on va... Une opportunité. Une opportunité, absolument, à mettre en exergue. Maï, nous arrivons à terme de ce podcast. Est-ce que tu as un message de fin pour la jeunesse africaine, surtout, et cette jeunesse en quête d'identité, cette jeunesse qui a de l'envie, mais qui a toujours des obstacles, cette jeunesse qui est recalée de par tous les étages. Quel est ton message pour ces jeunes gens-là? Alors, le même message, c'est autorisez-vous, mais c'est surtout que cette jeunesse de la diaspora, notamment africaine, ici en France, à Paris ou en Europe, partout ou même au-delà de l'Europe, aux États-Unis ou ailleurs, parce que je suis sûre que vous allez être écoutés et regardés à travers le monde. Exactement. Sur tous les continents, en tout cas, je vous le souhaite. Cette jeunesse, elle est à la croisée des chemins.
vous avez un défi qui est encore plus important que le nôtre. Nous avons échoué. Moi, j'estime que ma jeunesse, elle a échoué, puisque nous ne sommes pas arrivés à nous fédérer dans une forme de solidarité panafricaine. Nous n'avons pas réussi, nous, lorsque nous sommes venus, à faire des associations des étudiants issus de l'Afrique pouvant se mettre en réseau, en synergie et pouvoir réseauter. Or, j'observe, moi, que vous, les jeunes, vous vous mettez beaucoup en réseau. Ça, c'est aussi du fait des réseaux sociaux qui existent maintenant. Exactement. Et qui sont beaucoup plus développés que ça n'était à mon époque. Oui. Ces réseaux sociaux sont une chance, mais en même temps un vomito. C'est-à-dire que je les condamne lorsqu'ils ne servent qu'à propagander et à divulguer des âneries et des bêtises ou des méchancetés. Fort malheureusement. Malheureusement, et c'est ça qui fait souvent le buzz. Mais lorsqu'ils sont utilisés avec intelligence, et l'intelligence humaine, artificielle, et cette intelligence de la jeunesse africaine, j'y crois profondément. Parce que je trouve que cette jeunesse africaine, vous, les jeunes, vous êtes dans une dynamique constructive, énergisante, fantastique, et vous êtes absolument étonnante dans votre manière d'agir et de faire, parce que vous n'attendez plus que nous, les boomers, les darons, on vous dise, il faut y aller. Vous ne demandez plus la permission et vous avez raison. D'accord. Donc, je leur demande de continuer à tracer leur voie, mais à tracer leur voie dans un sens humanitaire. C'est-à-dire pas individualiste, pas chacun pour soi, mais de manière constructive pour un avenir meilleur qui va faire en sorte que ce continent d'Afrique, qui est quand même le berceau de l'humanité, puisse exceller, puisse s'émanciper, parce que c'est la population la plus jeune. Là, je m'adresse à la caméra, mais je la regarde. C'est la population la plus dynamique, c'est la population la plus jeune, mais elle ne pourra y arriver qu'avec l'éducation. D'accord. Elle ne pourra y arriver qu'avec les livres. Et elle ne pourrait y arriver qu'avec la culture. Donc, il y a aussi les défis qui se posent du tout réseau social, du tout numérique, et c'est un danger sur lequel j'attire votre attention, parce que être dans un continent où on n'a que 2 heures d'électricité, souvent dans certains pays, avec les coupures d'électricité qu'on connaît, exactement, notamment au Mali, pour en parler, mais que tout le monde a un smartphone au bout de la main, et souvent n'ayant pas été à l'école. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à déchiffrer le vrai du faux de ce que les médias peuvent envoyer comme troll, comme une mauvaise information, comme des informations, et qu'on va prendre au premier degré. Mais lorsqu'on a un peu de recul pédagogique, éducatif, culturel, on peut effectivement nuancer ce qu'on reçoit et faire le tri du bon gré et du mauvais. Donc ça, c'est une alerte que j'ai pour la jeunesse, mais je suis absolument admirative, vraiment admirative de votre jeunesse, qui n'était pas la mienne, parce qu'on n'était pas capable de faire tout ça, là, par exemple, et qu'on était un peu focus dans les rats de bibliothèque, etc. Et bravo à la jeunesse. Bravo à vous-même, et merci beaucoup pour ces conseils, et c'est à cette jeunesse de pouvoir déchiffrer toutes ces problématiques que tu viens de citer et ces aléas. Ça fait partie, mais c'est à nous de trouver des solutions, d'utiliser l'Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec à bon escient. Et c'était pour vous le Djanjo de Maï Traoré. Si c'est votre première fois ou si c'est ta première fois sur ce podcast, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de donner nos avis en commentaire, et ça sera avec un réel plaisir qu'on échangera avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager pour nous donner plus de force, de continuer à vous proposer des invités de qualité, mais surtout à continuer à faire ce travail et pour pouvoir vous apporter des parcours exceptionnels. Merci beaucoup à vous et prenez soin de vous. À très très bientôt.